Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 17 de ce Tour de France 2020, étape qui était une étape de montagne dans les Pyrénées. On arrivait du côté de Saint-Lary-Soulan avec le col du Portet, on partait du côté de Muret, 178 km, un gros morceau avec 3 cols dans fin d'étape, dont le col de Val-Louron et le col de Perrossoud, plus le col du Portet. Donc il y avait quasiment autant de kilomètres il y avait plus de kilomètres de montée que de kilomètres de descente dans les 70 derniers kilomètres. Et puis victoire du maillot jaune qui a été intraitable aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et également à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette étape. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas à vous abonner. Quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre la petite cloche, c'est pas obligatoire si vous voulez éviter de rater des vidéos ou de voir des vidéos de d'autres domaines que je peux réaliser également au cours de l'année. On commence tout de suite par un petit récap, ce que j'ai pensé de l'étape. Étape qui était intéressante, on sentait quand même que du côté de chez UAE, on l'avait coché en début de course. Cette étape-là, on n'a pas voulu laisser partir une grosse échappée. L'échappée qui est sortie, en plus, il n'y avait pas des très gros grimpeurs, donc des coureurs trop dangereux à surveiller. Et puis un coureur qui a été très très bon, qui a été Tadej Pogačar. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Dans ce bilan des Bleus, je vais passer rapidement sur un coureur dont j'ai dit je ne parlerai pas, donc j'en parlerai, mais alors de manière très succincte. C'est David Gaudu, il fait 4ème, il reprend du temps au classement général, mais il gagne pas de position. Bonne journée de la part de David Gaudu. Voilà, c'était la fin de la parenthèse David Gaudu. Quand il répondra aux interviews, peut-être que j'en parlerai un peu plus. Je passe donc au deuxième coureur du côté des Bleus. J'avais noté Anthony Perez, non pas tout de suite, non c'est Ben O'Connor, Anthony Perez, c'est pour une question d'affichage. Ben O'Connor, 5ème de l'étape du côté de chez AG2R, 1 minute 26 aujourd'hui de retard. Très belle étape de la part de Ben O'Connor, qui vraiment consolide sa 5ème place, parce qu'aujourd'hui, il a 30 secondes d'avance sur Kelderman, simplement 17 de retard sur Uran. On verra demain ce que ça va donner, mais peut-être qu'Uran va encore perdre du temps. Sur le contre-la-montre, je suis pas sûr qu'Uran arrive à mettre une tôle à O'Connor. Donc ça peut être assez intéressant. Kelderman, vu ce que j'ai vu sur le premier contre-la-montre, c'était pas exceptionnel, donc il faudra voir. Puis un dernier contre-la-montre de Tour de France, ça se joue aussi à la fraîcheur. J'ai l'impression que Ben O'Connor finit très bien. Il avait déjà très bien fini le Giro l'année dernière. C'était imposé lors de l'étape numéro 17, je crois me rappeler. Du côté de Ben O'Connor, belle journée. Vraiment une belle étape de la part de l'Australien. De toute façon, il fait un très bon Tour de France. Ben O'Connor, il n'y a pas grand chose à redire sur la course de l'Australien. Aujourd'hui, il a tenté de suivre le groupe Carapaz quand Pogačar a attaqué. Ça a été un petit peu compliqué pour lui, il a senti qu'il allait exploser assez vite, donc il a décidé de se laisser un petit peu décramponner, surtout quand il a vu qu'Uran n'était pas exceptionnel. Ensuite, il s'est concentré sur Uran. Et puis quand il a vu que Uran était vraiment pas dans un grand jour, il a senti que dans le final, il pouvait l'attaquer, surtout avec Kelderman et d'autres. Belle étape donc de la part de l'Australien. Il faudra continuer de le suivre, parce qu'aujourd'hui, 14 secondes à Kelderman, il reprend une grosse vingtaine de secondes à Uran. Donc vous voyez, avec 17 secondes de retard, demain il pourrait être 4ème. Ben O'Connor, ce qui serait vraiment très bien pour l'équipe AG2R, en sachant qu'en début de course, il avait quand même perdu pas mal de temps. C'est vrai qu'au bout de 3-4 jours de course, on se disait pas, Ben O'Connor ferait 4ème du Tour de France peut-être. Je continue du côté des Français avec Anthony Perez. Très belle étape d'Anthony Perez. Alors Dorian Godon et Anthony Perez, on peut mettre les deux ensemble. C'était les deux meilleurs grimpeurs du groupe. Malgré tout, ce ne sont pas des montagnards, Anthony Perez et Godon. Ce sont des coureurs qui passent bien les étapes type moyenne montagne. Mais là, on était sur une grosse étape de montagne. Et ils ont fait du bon job. Ils ont devancé leurs adversaires, ça c'était vraiment déjà du très très bon travail. Et puis ensuite ils ont été excellents.
Ils ont été excellents dans la montée. Ben O'Connor. On va y arriver. Pas Guillaume Martin, pardon. Anthony Perez qui a ensuite fait le forcing. C'était le meilleur grimpeur du groupe. Mais excellente journée de la part d'Anthony Perez. Il a. Hier, la 4e place de Pierre-Luc Perrichon. Aujourd'hui, Anthony Perez. Il y avait également la belle place de Guillaume Martin, comme je le disais hier. Enfin, ce matin plutôt. Cofidis cette année est beaucoup plus acteur du Tour de France que les années précédentes, c'est une bonne chose. Les années dernières, c'était un peu compliqué quand même pour Cofidis, où il y avait eu Christophe Laporte l'année dernière qui avait fait un top 4. Sinon, on avait une course très compliquée. Il y avait eu Guillaume Martin, mais c'était en suivant et en évitant les chutes qui s'en étaient bien sortis. Là, c'est vrai que je trouve que Cofidis a été beaucoup plus offensif, beaucoup plus présent. C'est ce qu'on attend d'une équipe World Tour française. Et pour moi, c'est la deuxième équipe française au niveau de la réussite sur ce Tour de France derrière AG2R. Devant Groupama, ils font un meilleur Tour de France que Groupama. Bien entendu que Total Energy, c'est pas très compliqué, que BNB. Total également, ils font un très bon Tour de France Cofidis. Donc bravo, félicitations à eux. Il reste encore les 2 étapes, peut-être pour Christophe Laporte. Pour Guillaume Martin, la fin de tour va peut-être être un peu plus compliquée, mais ils font pour le moment une bonne course. Et Anthony Perez est dans cette dynamique-là. Aussi une belle étape de Dorian Godon. Dorian Godon qui fait de toute manière une belle année. Je l'avais vu, c'était à Cholet-Pays de Loire, je crois me rappeler. Et il a un bon punch. C'est vraiment un bon coureur aussi, Dorian Godon, au niveau national. Et on voit que même sur des épreuves World Tour, ça peut être intéressant. Puis c'est peut-être un coureur qui va prendre du galon. Il a fait un gros travail d'équipier aussi, Dorian Godon. Il ne faut pas l'oublier sur les 10 premiers jours de course. Je continue du côté des Français. Plus-moins, j'ai mis Guillaume Martin. Journée un petit peu compliquée pour Guillaume. Mais il s'en sort pas si mal parce qu'il perd pas de position au classement. Il perd un peu de temps, mais pas de position. Aujourd'hui, il finit 13e à 40 secondes de Lutsenko. Un peu plus de 40 secondes de Lutsenko. 2 secondes devant Ventiès. Il perd 1 minute 20, 1 minute 10 pardon, sur Henrik Mas. Au classement général, si on regarde, Guillaume Martin, il a toujours 1 minute d'avance sur Bilbao et Gaudu est encore à 4 minutes. C'est-à-dire, ça m'étonnerait quand même que Gaudu reprenne 4 minutes demain, à part s'il part dans l'échappée. Donc après, il reste le contre-la-montre. C'est vrai que Guillaume Martin n'est pas très bon. Bon, David Gaudu n'a pas été impressionnant non plus sur le premier contre-la-montre, donc il faudra voir. Ça joue aussi sur la fraîcheur. Guillaume Martin n'avait pas fait à fond le premier contre-la-montre. Donc peut-être que Guillaume Martin peut s'en sortir sur le deuxième et perdre peu de temps sur David Gaudu. Donc au final, je pense que le top 10, ça sera compliqué de battre Guillaume Martin, que Guillaume Martin rate son top 10, surtout que Lutsenko me paraît quand même un petit peu cramasse. J'ai plus d'inquiétude pour Lutsenko notamment. Donc pour Guillaume Martin, peut-être la possibilité même de faire 8e, ce qui sera encore une fois un très très bon résultat pour le Français. Je passe au flop du côté des Français. Je commence avec le premier, Pierre Latour. Pas compris la stratégie encore. Il a montré le maillot, certains diront. Voilà. Non, mais je vois pas pourquoi il a autant attaqué à Perrossoud et au Val-Louron. Et ensuite, il fait combien Pierre Latour? Il est même pas dans le top 20. Si je trouve Pierre Latour, il fait 36e au général. Latour. Il finit avec Julien Lafilippe. Voilà. Non, avec Victor Delaparté. Victor Delaparté qu'on n'a pas vu depuis le début de ce Tour de France. Heureusement qu'il y a les vidéos Total Energy pour voir certains coureurs de l'équipe, parce que c'est vrai que certains, comme Julien Simon, se demandent où ils sont à certains moments de la course. Non, du côté de Pierre Latour... Alors Thomas Vauclair disait oui, c'est bien, on sait que c'est un coureur qui attaque énormément. Il y a le panache et la stupidité. Des fois la frontière est un petit peu étroite. Ben là aujourd'hui c'était de la stupidité. Voilà. Il y a le panache et la stupidité, voilà. Il y a une ligne jaune à ne pas franchir, et quand tu la franchis, tu deviens stupide. Les attaques de Pierre Latour, elles étaient stupides. Il n'y avait aucun intérêt à attaquer.
Donc, alors la première fois, tu peux te dire, il tente de suivre Quintana. Ok. Alors les 2 attaques ensuite derrière, aucun intérêt. Il est resté en chasse-patate pendant 10 bornes. Super. Est-ce qu'on l'a filmé? Même pas énormément. Et puis si Total Energy a besoin de ça pour se montrer, ça commence à être bien triste pour l'équipe de Jean-René Bernaudot. Mais... Tour à oublier encore hein, pour la Total Energy après 5-6 jours de course intéressants. Ensuite, ils ont complètement disparu. De toute manière, quand on met Turgis dans une étape de montagne dans l'échappée, c'est qu'il y a un problème de stratégie. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas que les coureurs. Et Jean-René Bernaudot est à blâmer, mais il n'y a pas que les coureurs non plus. Tout le staff technique est à la ramasse, est aux fraises dans cette équipe. Et puis Quintana, c'était un peu une idée à la con aussi son attaque. Hein. Il y avait trop d'écart. 5 minutes, il n'allait pas reprendre 5 minutes dans une montée comme Peresoud. Surtout que Quintana n'a pas les jambes de folie non plus sur ce Tour de France. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui perdre des points au niveau du classement de la montagne par rapport au leader qui est Wout Poels. C'est plutôt une bonne journée. Par contre pour Wout Poels, parce qu'il gagne 2 points supplémentaires par rapport à Quintana. Alors maintenant il va falloir faire attention également à Pogačar. Mais du côté de Wout Poels, aujourd'hui, il a suivi Quintana sans aucun problème. Et Quintana, j'ai pas compris la stratégie. Un peu stupide de la part du coureur colombien. Il nous a fait une Movistar. C'est bête, il est Charquea maintenant, mais on continue avec les stratégies un peu bêtes. Il a attaqué, mais il y avait 5 minutes. Donc il y a plus de 5 minutes même au moment où il a attaqué. Donc il pouvait pas revenir. C'était impossible. Soit fallait qu'il prenne l'échappée le matin. Soit fallait qu'il essaye de s'accrocher comme Wouter Poels et pourquoi pas marquer des points sur l'avant-dernière difficulté, reprendre du monde ou tenter de s'accrocher dans le col du Portet. Là, il a fait beaucoup d'efforts, il a bien cramé Eddie Gébert pour pas grand-chose aujourd'hui. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top, ça va être assez rapide du côté des coureurs au top. Je commence avec Pogačar, très bon aujourd'hui. Tadej Pogačar. Moi, j'ai vu un très bon coureur. J'ai vu un coureur solide, une équipe aussi solide, parce que je trouve qu'on a pas mal critiqué UAE cette année. Notamment, je regarde le tour sur France Télévisions, ils disent souvent qu'ils se retrouvent seuls. Pogačar, alors déjà, je pense que ces mecs-là ont complètement oublié le Tour 2020. Parce que sur le Tour 2020, il était vraiment seul, avec notamment David Delacruz, qui ne l'aidait pas des masses. Je rappelle, il y avait Christophe, je ne sais pas si vous vous souvenez du Tour 2020. Et du côté de Pogačar cette année, là, on a vu quand même que son équipe a fait du bon travail. Alors oui, dans le final, il est seul, mais il se débrouille très bien dans ce genre de situation. Donc pourquoi on va lui mettre un lieutenant, un Sepp Kuss? Il n'a pas besoin de ça aujourd'hui, Pogačar. Il se débrouille très bien seul. Et puis, il faut quand même pas croire que tous les coureurs de chez UAE terminent à 35 minutes non plus. Aujourd'hui, Maïka l'accompagne quand même pendant assez longtemps. Elle finit à 9 minutes, mais Maïka est quand même un petit peu là. Aujourd'hui, de toute manière, Pogačar, il aime se débrouiller seul. Il le fait en plus, il lâche tous ses équipiers à un moment où il n'y a plus vraiment besoin d'avoir du monde autour de lui. Et est-ce qu'il vaut mieux être dans la situation de Pogačar, c'est-à-dire être seul, mais avoir une équipe qui travaille bien à votre service, ou être dans la situation d'Ineos avec des coureurs qui sautent quasiment tous à la suite? J'étais même assez surpris du côté d'Ineos, pour tout vous dire, qu'on se retrouve à voir Castroviejo, dernier coureur autour de Carapaz. Alors, Geraint Thomas, Porte, qui d'autre chez Ineos, Gegenhardt. Gegenhardt, de toute façon, il n'a pas existé depuis le début de saison. Et Van Barle sont à la ramasse. Alors Van Barle qui finit à 18 minutes, c'est un peu naturel. Mais Geraint Thomas, Porte, Gegenhardt, ils sont nulle part. Donc ça, il va falloir quand même débriefer ce Tour de France de la part d'Ineos, parce que l'équipe peut-être qui avait le plus fort collectif, au final, ça se finit en eau de boudin. Donc la préparation était mauvaise et il y aura des choses à redire sur l'équipe Ineos, parce qu'ils ont été très très forts au Romandie, au Tour de Suisse, même au Dauphiné, pour au final être inexistant au Tour de France, qui était peut-être la course la plus importante pour eux.
Je continue du côté des plus avec Vingegaard. Alors, déception du côté de Vingegaard, c'est que Kruijswijk a abandonné. Donc, c'est vrai qu'ils sont maintenant plus que 3 autour de lui. Ils sont plus que 4 chez Jumbo. Par contre, du côté de Vingegaard, aujourd'hui, il a montré qu'il était solide. Il craque à 2 km et pourtant il revient. Ça, c'est très fort de la part du coureur danois. Et puis, il conforte sa position sur le podium. Parce que maintenant, sur le podium, les deux ont quand même 1 minute 30 d'avance sur Rigoberto Urán. Très bonne nouvelle de la part de Vingegaard, c'est une bonne journée. Il fait un bon Tour de France de toute manière, Vingegaard. Et chez Jumbo, on ne pourra plus le mettre dans une position de lieutenant. Ça va être un peu un problème chez Jumbo. Parce qu'il ne pourra pas être lieutenant de Roglic quand tu fais le tour qu'il a réalisé. Si Sepp Kuss réalise une belle Vuelta, ils vont commencer à être dans une situation un peu comme Ineos. Il va falloir gérer les égos du côté de chez Jumbo. En plus de Wout van Aert qui aimerait bien aussi parfois être leader sur les grands tours, au moins pour les sprints. Groenewegen qui va un moment revenir. Et plus Kruijswijk derrière, bon, qui n'a pas fait de grands résultats depuis quelques temps. Dumoulin aussi, ça a commencé à être Byzance au niveau des leaders. Et c'est dans ce genre de cas que ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, ouais, il va falloir faire attention. Parce que moi, j'ai peur que l'équipe se retrouve dans une situation très compliquée dans les mois à venir. Pour gérer le leadership. Je passe rapidement au Bonnedan. Je mets quasiment plus jamais la petite musique pour le Bonnedan parce que j'ai jamais le temps. Bonnedan, je commence avec Rigoberto Urán. Aujourd'hui, Urán, il finit 4e au général, mais il finit 9e. C'est le fameux coup de moins bien d'Urán en 3e semaine. On l'avait eu l'année dernière. Après, Urán, il est plus tout jeune non plus. C'est un coureur qui a 34 ans. Qui a encore une année de contrat chez UF, mais c'est un coureur qui aujourd'hui n'a plus la capacité de faire la différence. Il y a quelques années, Urán, il était capable de faire la différence, il était capable de menacer un mec comme Pogačar ou un mec comme Roglic ou Nibali à l'époque qui était très fort, il était capable de les menacer. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour un mec comme Urán qui a plus forcément les qualités pour mettre en difficulté un leader. Alors il suit très bien. Mais il y a toujours une étape ou 2 étapes où il est moins bien. Et là, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Une étape, il est moins bien en 3e semaine, il perd du temps. Alors, Urán, s'il fait 4 ou 5, c'est déjà excellent. Parce que le nombre de top 5 d'Urán sur les grands tours sera quand même assez formidable. En plus, cette année, il doit faire la Volta derrière. Quand il prendra sa retraite, Urán, on regardera le nombre de top 5 sur les grands tours. Je sais même pas si c'est pas l'un des rares qui a fait 2e sur les 3 grands tours. À voir sur la Vuelta, parce que là j'ai pas sur son meilleur classement sur la Vuelta. Mais à un moment donné. Non, il n'a jamais fait de top 5 sur la Vuelta. Mais sur les grands tours, il a été très bon. C'est un coureur qui a souvent fait la Vuelta après avoir fait un autre grand tour. Il n'a jamais fait la Vuelta seul. Donc ça peut aussi démontrer que c'était pas forcément simple pour lui dans ce genre de situation. Un coureur qui a commencé en 2009, Urán. Qui commence à nous mettre un petit peu des cheveux blancs quand on voit aussi Sagan. Même avant, 2009, non, c'était son premier grand tour, mais 2006 pour sa première saison. Il a fait 3 ans chez Caisse d'Épargne, 3 ans chez Sky, 2 années chez Omega Pharma Quick-Step, et puis ensuite Cannondale EF depuis 2016. Voilà. Il se sent bien dans cette équipe et c'est un très bon coureur quand même, Urán. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un petit coup de moins bien, mais bon, il reste quand même bien classé au général. Lutsenko, un peu moins rassuré par Lutsenko. Alors, Lutsenko, c'est la première fois, j'ai perdu mon stylo, qui joue le grand tour, qui joue le général sur un grand tour. Là, on sent qu'il commence à être un petit peu sur les rotules, Lutsenko, et ça commence à être un petit peu difficile pour le coureur kazakh.
2,53 aujourd'hui de perdu, mais c'est surtout au niveau fraîcheur physique. Il n'a pas craqué parce que devant ça allait plus vite que lui. Il a craqué parce que j'ai l'impression qu'il est plus très frais, Lutsenko, qu'il a plus cette capacité, cette giclette qu'il a habituellement. Et ça, faudra voir demain. Mais demain, ça sera une journée pas simple pour Lutsenko, je pense. Il sera pas encore aux avant-postes et il va peut-être souffrir. C'est dommage parce que jusqu'à maintenant, il fait quand même un très bon Tour de France, en 7ème. En début de saison, si on m'avait dit Lutsenko fera 7ème du Tour de France, j'aurais dit ils ont Coco, c'est un gros pari que tu prends sur l'avenir. Hein. Alors ça peut. Tu vas gagner pas mal d'argent en faisant ce pari-là. Si tu joues au pari sportif. Mais Lutsenko, il a été bon sur le début de ce Tour de France. Il avait déjà fait un bon Dauphiné. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau fraîcheur physique, c'est plus trop ça. Et puis Cataneo. Aujourd'hui 17ème, Cataneo, il se retrouve loin, ce qui fait au général, il se retrouve un peu largué dans un no man's land. Cataneo, il est 12ème désormais, mais à 4 minutes de Gaudu. Par contre, quasiment 10 minutes devant Chavez. Donc demain, il peut partir en échappée, parce que maintenant il n'est plus du tout dangereux, mais au niveau général, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Pour Cataneo, est-ce que demain il n'y aura pas une attaque d'Alaphilippe pour prendre l'échappée? Peut-être, même si j'ai l'impression qu'il est sur les rotules Alaphilippe. Du côté de Cataneo, ouais, c'est dommage. C'est dommage d'avoir perdu du temps aujourd'hui parce que quand même à la fin de ce Tour de France, on se dira 12ème, c'est pas mal. Pour un coureur qui, je pense, n'avait pas totalement prévu d'être leader de la Deceuninck sur ce grand tour. Mais là, aujourd'hui, ça a été un peu compliqué pour Cataneo et voilà, il a eu une journée difficile, une journée un petit coup de moins bien mais qui le place loin. Voilà, il finit 17ème à 4,46 avec Chavez. Voilà, derrière des mecs comme Guerrero et Meintjes, c'est dommage pour Cataneo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, grosse étape hein, avec le Tourmalet et la montée de l'Uzardiden. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire 70-80 km de plat et puis ensuite 2 montées hors catégorie. Ça sera le dernier gros morceau pour les grimpeurs. Présentation de cette étape demain 7h30 et puis le débrief dans la soirée demain. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.